À partir de maintenant, l'intégralité de Télédimanche est consacrée à la fois à la démission de Jean-Pierre Elkabbach, qui était président de télévision, et à son successeur à l'élection de Xavier Gouillou-Beauchamp, qui a été désigné, qui a été élu aujourd'hui à 12h15. Donc pour ce Télédimanche spécial, vous avez déjà entendu dès 12h32 la première réaction du nouveau PDG de France Télévisions, Xavier Gouillou-Beauchamp. Voici la réaction maintenant du président du CSA, Hervé Bourges. Le CSA s'est déterminé en toute liberté et en toute indépendance dès vendredi après-midi, après l'annonce de la décision du président de France Télévisions de démissionner. Tout de suite, le nom de M. Gouillou-Beauchamp nous est apparu comme celui qui pouvait faire face à cette situation. Et nous n'avons pas eu d'autre contact, sinon pour nous assurer que M. Gouillou-Beauchamp bénéficierait de l'aide, de l'appui de son actionnaire unique, qui est l'État. Voilà qui est clair, net et simple. Avec l'équipe de reporters de Télédimanche, nous allons examiner les raisons qui ont contraint Jean-Pierre Elkabbach à démissionner. Nous évoquerons son bilan et sa carrière. Nous reviendrons plus longuement sur sa dernière conférence de presse dans quelques instants avec le film de la dernière semaine. Auparavant, nous remontons un peu plus dans le temps. L'affaire Elkabbach a démarré le 6 novembre 1995, lorsque le député UDF du Val-de-Marne, Alain Griottret, révèle le chiffre d'affaires des sociétés des animateurs producteurs de France 2. C'est le point de départ. Puis à partir du 12 avril de cette année, tout s'accélère. La crise éclate publiquement le 28. Christian Desplaces. La crise a duré un mois, mais elle couvait depuis l'hiver dernier. Novembre 1995, le député Alain Griottret révèle le chiffre d'affaires des sociétés des animateurs producteurs. Étonnement. Jean-Pierre Elkabbach engage alors un bras de fer avec un de ses poulains, Jean-Luc Delarue. Ils rompt 2 des 6 contrats passés avec l'animateur et portent l'affaire sur la place publique et médiatique. France 2 a demandé au tribunal de commerce de Paris de désigner un expert pour évaluer le coût des émissions produites par la société de Jean-Luc Delarue, Réservoir Production. Pas question pour Jean-Luc Delarue de laisser croire qu'il ne dépense pas l'argent de son contrat pour ses émissions. Le 30 avril, il obtient de la justice la lecture d'un rectificatif dans le journal de France 2. C'est sa première victoire. Bonjour. Nouvelle contre-attaque le 2 mai. L'animateur organise une conférence de presse. Selon le rapport Griottret, il doit réaliser un chiffre d'affaires de plus de 134 millions de francs pour la saison 95-96. Plaidoyer. Ce prix qui a été accordé, qui a été plutôt jaugé par France 2 comme étant le prix de mon exclusivité, est également le prix qu'on m'a accordé, que Jean-Pierre Elkabbach estimait être ma valeur, un peu, alors pardonnez-moi pour la comparaison, un peu quand on joue de foot, quand on l'achète, on lui donne un prix. Jean-Luc Delarue annonce que sa société de production a dégagé un résultat net de 34 800 000 francs sur 18 mois, soit 21,5% de marge nette après impôt. Avec 21,5%, et vous pourrez le vérifier par vous-même, je suis dans une moyenne de ce que font mes confrères comme marge nette. Cette même semaine, au micro de France Inter, Philippe Douste-Blazy lance un avertissement. C'est important de savoir ce qu'on fait avec l'argent de la redevance qui est payée par les Français. La Cour des comptes s'en occupe aujourd'hui. Je suis persuadé qu'elle donnera ses réponses très rapidement. Moi, je les regarderai de manière très précise. Jean-Pierre Elkabbach organise alors sa défense, écrit à ses salariés et donne une interview à un hebdomadaire. Le 9 mai, il rencontre Alain Griottret et se dit victime d'un complot. Alors, après avoir un peu parlé, on a évidemment cité votre chaîne, c'est-à-dire Canal+. Et dans Canal+, je lui ai fait observer que je n'avais jamais vu un grand débat sur le sujet. Et on est arrivé à la conclusion très vite que c'était les Guignols. Le 12 mai, à Télédimanche, Louis Berriot, qui est encore conseiller à la présidence et directeur de l'antenne de France 2, continue le plaidoyer. D'abord, je vous signale que nous ne sommes pas une société de service public. Nous sommes une société anonyme de droit privé qui a des missions de service public incluses au cahier des charges. Alors ma réponse c'est, est-ce que nous sommes en contravention avec le cahier des charges? Nous ne sommes pas en contravention, donc il n'y a pas de problème. Le lendemain, lundi 13 mai, Jean-Pierre Elkabbach rencontre le personnel de France 2, réuni en assemblée générale. Il affronte les critiques et répond. Ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, une émission comme Les enfants de la télé, c'est avec nos archives. Je n'ai pas eu tort quand j'ai dit j'assume. J'assume. Je n'ai pas eu tort de faire les contrats que j'ai faits. Mardi 14 mai, le président de France Télévisions est auditionné par la commission des finances du Sénat. Jean-Pierre Elkabbach semble avoir convaincu.
Il est bien évident que cette situation n'est pas moralement acceptable et qu'elle ne peut être que choquante lorsque on se rappelle le montant des sommes en cause. Mais je rappelle que la télévision publique agit dans un contexte concurrentiel et qu'elle est bien obligée de tenir compte de cette concurrence. Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre Elkabbach est reçu par le CSA. Les sages de l'audiovisuel lui donnent une semaine pour proposer une réforme des contrats des animateurs-producteurs. La mission est presque impossible. La position du président de France Télévisions est de plus en plus fragile. Le 19 mai, Hervé Bourges lui lance une mise en garde. Je sais ce que c'est qu'un contrat, j'en ai fait. Un contrat avec un animateur comprend un certain nombre de clauses. Il semble que ces clauses-là n'aient pas existé et il y a donc quelque chose qui ne va pas. La machine infernale s'emballe. 20 mai, le tribunal de commerce de Paris déboute France 2 de sa demande d'audit des comptes de la société de Jean-Luc Delarue. Pour la deuxième fois en 3 semaines, Jean-Pierre Elkabbach se fait infliger un camouflet par la justice. Au passage, le président du tribunal remarquera « De ma vie, je n'ai jamais vu des contrats pareils ». Et les syndicats de France 2 tapent du poing sur la table. L'intersyndicale n'a plus confiance dans la direction de France 2 et pas plus que l'intersyndicale n'a confiance dans l'équipe de la présidence puisque elle nous a menti, l'équipe de la présidence. 22 mai, Jean-Pierre Elkabbach tente encore de convaincre, cette fois c'est à l'Assemblée nationale. Ça va. On a cru que c'était Jacques Chirac qui venait. J'ai probablement pu faire des maladresses ou des erreurs en confiance. Mais je n'ai jamais décidé d'investissements coûteux que les chaînes auraient à payer pendant longtemps. 24 mai, retour devant le CSA, il propose aux sages plus de transparence dans les contrats avec les animateurs-producteurs. Je serai le réformateur de ce système. La rupture semble d'ores et déjà consommée avec Jean-Luc Delarue. Est-ce que Jean-Pierre Elkabbach, pendant toute cette période, a tenté d'entrer en contact avec vous pour calmer le jeu? C'est-à-dire depuis, par exemple, le communiqué de Bilalian? Oui. Jamais. Vous n'avez plus aucun contact avec le président de France Télévisions? Non. Et vous n'avez pas cherché à entrer en contact avec lui? C'est pas à moi de le faire. Hein. Ouais. Pendant les 4 premières semaines de cette tempête, Jean-Pierre Elkabbach aura vécu avec une double épée de Damoclès au-dessus de la tête. Un rapport de la Cour des comptes sur les finances de France 2 et de France 3 qui ne sera terminé qu'à l'automne. Et l'audit de l'audiovisuel public commandé par le Premier ministre dont la publication est imminente. Des finances sous surveillance, des salariés en colère, un CSA très vigilant. Il ne fallait pas trébucher. Malheureusement pour Jean-Pierre Elkabbach, il lui restait d'autres obstacles qu'il n'arrivera pas à franchir. Et nous en arrivons au film de la dernière semaine. Mardi dernier, réunion extraordinaire du comité d'entreprise de France 2. Les syndicats demandent à Jean-Pierre Elkabbach de démissionner. Le compte à rebours est commencé. Il sera court. Christian Desplaces. Il vous reste de grandes ambitions et de grands rêves à poursuivre. Je suis sûr que d'autres pourront, sans doute avec vous, les prolonger. Je vous remercie. Vendredi, 16h30, Jean-Pierre Elkabbach n'est plus président de France Télévisions. Il rend les armes après un mois de crise et une semaine qui l'a conduit dans une impasse. Mardi, 9h30, 7e étage de France 2. Jean-Pierre Elkabbach sait que les syndicats vont lui demander des comptes au comité d'entreprise de la chaîne. Plus de 30 questions sont prêtes sur sa gestion, sur les contrats passés avec les animateurs-producteurs. Après plusieurs heures de discussion, Jean-Pierre Elkabbach annonce la suppression du poste de délégué général de France Télévisions, occupé jusqu'alors par Patrick Clément, et celle du conseiller spécial à la présidence Louis Berriot, par ailleurs directeur de l'antenne de France 2. Le président de France Télévisions a décidé de sacrifier une partie de sa garde rapprochée pour calmer le personnel. La mesure la plus symbolique, la mise à l'écart de Patrick Clément. L'homme est un bourlingueur de l'audiovisuel, il n'aime pas la lumière. Cet ancien grand reporter d'Antenne 2 est un proche de Jean-Pierre Elkabbach depuis la fin des années 70. Dès sa nomination à la présidence de France Télévisions, Patrick Clément est nommé délégué général. On dit que vous êtes l'homme de l'ombre de Jean-Pierre Elkabbach et grâce à vous aussi que... Jean-Pierre Elkabbach égale respect professionnel et amitié et discrétion de ma part, évidemment. Est-ce qu'on peut savoir au fond dans quel secteur vous allez l'assister ou l'aider? Ce que Jean-Pierre décidera. Vous êtes délégué général, c'est important quand même. Ce que le président décidera, je ferai ce que voudra le président.
En effet, Patrick Clément va avoir un droit de regard sur tout, ou presque. Les programmes, l'information, le nouveau siège de France Télévisions, le numérique et les contrats avec les animateurs producteurs. On le dit autoritaire, cassant et aussi fin lobbyiste. À son poste, il ne se prive pas de donner son avis et ne se fait pas que des amis. L'éminence grise devient donc objet de curiosité journalistique. Cette semaine, l'Express l'accuse d'avoir favorisé une société espagnole pour relooker le journal de France 2. Patrick Clément attaque l'hebdomadaire en justice. Mais son autre combat depuis mardi, c'est la suppression de son poste de délégué général. Dans un communiqué à l'AFP, il indique qu'il ne peut être d'accord avec la décision qu'a prise le PDG. Le clan s'entre-déchire derrière les murs, pas devant les caméras. La loyauté, c'est comme la danse, il faut commencer très jeune. Je serai loyal vis-à-vis de cette entreprise, quoi qu'il arrive, et de son président. Une réaction à la suppression du poste, de votre poste de délégué général? Je viens de vous le dire, la loyauté est une chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose qui existe à vie. Quelle est l'ambiance actuellement à la présidence de France Télévisions? Les gens travaillent, regardez. Il est 7h30, je suis arrivé à 8h ce matin. Notamment sur les... Mercredi, 10h, Assemblée Générale du personnel de France 2, la deuxième en 15 jours, mais cette fois sans Jean-Pierre Elkabbach. Ils sont environ 200 salariés de la chaîne à peupler la salle pour écouter les responsables syndicaux, pour dire aussi ce qu'ils ont sur le cœur. Jean-Pierre Elkabbach nous a annoncé uniquement... Aujourd'hui, si vous exigez le départ de la direction actuelle et de son président, si vous menacez de faire grève bien que vous n'en ayez pas envie, parce qu'on n'est pas là pour sacrifier l'outil qu'on aime, eh bien vous obtiendrez tout ce que vous voudrez parce que vous êtes les plus forts. Je suis un peu ému parce que moi j'aime la télé. C'est tout. L'intersyndicale va proposer aux salariés de voter une motion de défiance à la direction. La défiance, mais pas la grève, l'arme ultime. Dans une lettre au CSA, les syndicats craignent la non-assistance à service public en danger. Mais pas question pour le personnel de se substituer aux autorités de tutelle. Ça, c'est une dimension qui échappe chaque fois à la présidence et à la direction de la chaîne. À un moment ou à un autre, il faut que les gens qui sont au-dessus de nous et qui nous chapeautent, je veux parler du CSA et des tutelles, réagissent et à un moment ou à un autre, mettent eux aussi les pieds dans le plat, parce que les salariés prendront leurs responsabilités, mais au-dessus de nous, ils doivent les prendre aussi également, leurs responsabilités. Une très large majorité des 200 présents a voté la défiance, 7 ont voté contre, 10 se sont abstenus. 4, 5... C'est un système qui est en cause, un système qui pendant 2 ans nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Donc Clément, Manou sont des éléments de ce système, mais celui qui a porté le système, qui a fait que nous en sommes arrivés à cette situation de blocage total, d'incompréhension, de non-dialogue, parfois d'animosité, et ça il faut le regretter, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Donc c'est un ensemble qui doit aujourd'hui tirer les conséquences de son échec. Donc vous demandez son départ? C'est au CSA qu'il appartient maintenant, et au pouvoir public, c'est au CSA et au pouvoir public qu'il appartient maintenant de tirer les conséquences de cette situation. Le départ apparaît effectivement inéluctable. Jeudi, la maison Elkabbach continue à se fissurer. Louis Berriot, un fidèle parmi les fidèles du président de France Télévisions, se fâche. Il n'accepte pas que son poste de conseiller à la présidence ait été supprimé par Jean-Pierre Elkabbach et décide de mettre l'affaire dans les mains d'un avocat. Louis Berriot a un contrat qui est du 1er mars 1994, qui est un contrat de conseiller du président, et il ne pouvait être résilié que par une procédure légale, c'est-à-dire un entretien préalable, où il lui aurait dit pourquoi il mettait fin à ses missions. On ne peut pas résilier devant le comité d'entreprise et devant la presse. C'est une nouveauté en matière de droit du travail. C'est une dégradation publique. En plus, il est dans la cour dégradé publiquement. Alors qu'on ne lui demande pas, quand il était colonel, de rester comme sous-lieutenant. Même l'ordre des avocats songe à porter plainte contre le cabinet expert comptable, auteur du contrat de Jean-Luc Delarue. Il n'aurait pas eu le droit de rédiger des contrats avec une entreprise. Affaire à suivre, une affaire de plus. Jeudi 18h, siège de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach revient de Roland-Garros. Je vous remercie de vous intéresser à mes activités. Je viens de voir, puisque vous êtes curieux, les équipes de France 2, France 3 et France Supervision à Roland-Garros, pour ce qui va être un magnifique été sportif. Et sur la motion de défiance votée par le personnel de France 2, un commentaire? À 7h, les rumeurs d'un départ imminent du président de France Télévisions courent dans tout Paris. Un proche de Jean-Pierre Elkabbach confie « C'est la fin d'une catastrophe, c'est mieux qu'une catastrophe sans fin ». Fin de citation. La présidence de France Télévisions cherche une porte de sortie, mais ce jeudi soir, Jean-Pierre Elkabbach fait même les questions et les réponses pour réfuter les rumeurs.
Jean-Pierre El-Kabbach. Qu'est-ce que... Ouais. Je ne démissionne pas, je travaille, je vais dîner avec des amis et je suis bien. Voilà, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Voilà. Vendredi, interview dans Le Parisien. Jean-Pierre El-Kabbach affirme « Je ne tiens pas à faire de vieux os » et rajoute « Je n'exclus pas de ne pas aller jusqu'au bout de mon mandat ». 16h, pavillon Gabriel, derrière l'Elysée, Jean-Pierre El-Kabbach apparaît sur une petite scène. Son ami Jacques Pilan, conseiller en communication du président de la République, l'a incité quelques heures auparavant à partir avant que la situation ne se dégrade encore. Dans moins de 15 minutes, il va annoncer son départ, mais il veut d'abord justifier ses presque 30 mois à la présidence de France Télévisions. Le groupe France Télévisions est aujourd'hui une force par son dynamisme et ses résultats. Lorsque je suis arrivé à la tête de France Télévisions, le CSA m'a demandé de maintenir l'audience des deux chaînes et de rétablir leurs finances. Nous avons fait beaucoup mieux. L'audience a grimpé et nos budgets ont été ces 2 dernières années très nettement bénéficiaires. Certes, en 2 ans et demi, j'ai fait des maladresses et des erreurs, en particulier sur les animateurs producteurs qui incarnent, et depuis longtemps, au moins 10 ans, qui incarnent tellement les contradictions et les ambiguïtés du système français. Mais j'ai voulu les rectifier. Et je crois, en toute conscience, que ces erreurs pèsent et pèseront beaucoup moins lourd que les bons résultats obtenus. Après le plaidoyer, Jean-Pierre El-Kabbach annonce sa démission. Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi handicape le groupe France Télévisions. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller. Puis c'est la sortie. Avant de partir, le président de France Télévisions est salué par Georges-François Hirsch, l'un des membres du CSA, à l'avoir soutenu. Désolé de votre départ, j'ai entendu le bilan que vous avez dressé. Et je n'ai pas de commentaire à faire, bien sûr. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réunira dans les heures qui viennent. Merci. Je vous remercie. Ce que vous me dites est à la fois de votre émotion. Nous avons essayé de travailler pour la télévision publique. On le verra mieux un peu plus tard, quand s'apaiseront les esprits et les passions. Doucement, messieurs, s'il vous plaît. C'est un départ élégant. Cela dit, ça ne nous satisfait pas complètement, loin de là, puisque depuis le début, nous demandons le départ de toute l'équipe. Donc nous allons voir ce qui se passe dans les heures et dans les jours qui viennent. Jean-Pierre El-Kabbach va quitter rapidement les lieux, direction France Télévisions, où il a réuni les dirigeants des 2 chaînes publiques. Qu'est-ce que vous a dit Jean-Pierre El-Kabbach? Rien, il nous a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce qu'il avait fait, et puis on l'a écouté, et puis on s'est quitté, voilà, c'est comme ça. C'est la fin d'une aventure, et je ne commenterai pas. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses en 2 ans et demi, donc on est un peu triste, quoi. Il y a un gâchis? C'est pas le mot gâchis, il y a un arrêt, en tout cas. C'est un homme tout seul qui s'en va, et ça, c'est peut-être le plus terrible de l'histoire. Et bon, vous n'avez pas une impression de gâchis un petit peu ce soir? Bon, gâchis. Un peu de tristesse, oui. Rien. Comme Louis Berriot, Jean-Luc Manot, le directeur de l'information de France 2, ne fera pas de commentaires. 2 ans et demi de présidence de France Télévisions s'achèvent avec fracas. Jean-Pierre El-Kabbach reste en poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur, nommé pour 3 ans par le CSA. Il n'y aura pas d'intérim. Le siège de France Télévisions aura très vite de nouveaux locataires. La démission de Jean-Pierre El-Kabbach a bien entendu suscité de nombreuses réactions dans tous les milieux, puisque la télévision intéresse et concerne tous les milieux. L'une des premières réactions à la démission de Jean-Pierre El-Kabbach est venue du ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy. Dans les circonstances actuelles, a-t-il dit, il a pris une décision courageuse que je salue. Le président de la République, lui, s'est exprimé sur le sujet lors de son voyage à Quimper. Je voudrais simplement saisir cette occasion pour réaffirmer mon profond attachement au service public de l'audiovisuel. Dès le départ, il a fait une mauvaise analyse. Il a considéré qu'on lui demandait de battre à tout prix TF1 sur son terrain, alors qu'on lui demandait de figurer honorablement à côté de TF1 sur un autre terrain. Et à partir du moment où il a voulu battre TF1 sur son terrain, tous les moyens étaient bons et il n'y avait plus de prix. Et les contrats sont un exemple, ce n'est pas le seul, mais sont un exemple de cette dérive.
Je pense personnellement, par exemple, que le système qui est appliqué actuellement est mauvais et explique les dérives que nous avons connues. Il est mauvais d'avoir un président qui est président un homme qui est président d'une chaîne et de l'autre chaîne, sans qu'il y ait d'ailleurs entre ces deux chaînes, entre ces deux sociétés, le moindre lien. Ce sont deux sociétés indépendantes, à patrimoine indépendant. Et puis il y a un homme qui se trouve être le président des deux, mais par hasard, comme par hasard. Il faut que les deux chaînes reprennent leur indépendance avec chacune un directeur général ou un président, même si on décide d'avoir une holding à la tête des entreprises de télévision publique. Je me souviens de ce que vous disiez quand il a été nommé. Vous avez dit il est fou. Oui, vous disiez ça. Vous disiez ça parce que le principe de cette fonction, c'est justement que ça ne dure jamais. Parce que c'est du sable. Parce que le monde est assez cruel aujourd'hui. En général, on aime bien voir tomber les gens. Et parce que vous avez à peine le temps de commencer à construire quelque chose que déjà on vous le retient. Donc tout ce qu'il a commencé à engager, il ne le verra même pas pousser. Et ça va être un nouveau successeur qui sera lui-même remplacé par quelqu'un. Peut-être le principe de la télévision publique, en tout cas c'est le principe d'une société qui tourne sur elle-même, très médiatique, assez folle quand même. Il y a une escroquerie extraordinaire de la part des politiques qui ont dit on a nommé un grand professionnel de l'information à la tête de France Télévisions. Or, El Kabbach était un bon intervieweur, c'est tout. Il n'a jamais été capable de diriger plus de 4 personnes. Donc comment un bon intervieweur peut-il être capable de diriger 3000 personnes? Ça, c'est une escroquerie intellectuelle.